Je vous remercie de vous être rassemblés pour la conférence de ce soir. Après la trêve estivale, nous allons reprendre ce petit cycle de conférences. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Maurras et le légitimisme quid. D'habitude, la présentation dure une trentaine de minutes et puis ensuite il y a des questions. Peut-être qu'aujourd'hui, la présentation passera un tout petit peu. L'idée, je vais vous parler de Maurras d'un point de vue légitimiste et essayer de faire un peu le tri là-dessus. Donc, euh, parce que, bon, comme vous savez, alors je ne sais pas si vous avez lu Maurras ou pas. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille quand même de le lire, puisque c'est une figure majeure du XXe siècle et de la pensée contre-révolutionnaire du XXe siècle et son époque incontournable. Donc là, forcément, comme vous savez, il a beaucoup écrit, un homme du XIXe siècle, 1868, né en 1868, formé à la fin du XIXe siècle. Et donc c'est plus un homme du XIXe siècle qui a vécu au XXe siècle que l'inverse, avec ses qualités et ses défauts. Et donc il a beaucoup écrit, hein. Donc je ne peux pas tout lire de ce qu'il a fait, mais s'il y a une œuvre vraiment à lire que je vous conseillerais, c'est Mes idées politiques qu'il a écrit en 1937. C'est un de ces rares livres, qu'il a écrit comme livre, euh, qui n'est pas une compilation d'articles, qui n'est pas des articles, et qui rassemble vraiment sa pensée de façon très synthétique, très courte, très percutante. Euh, voilà. Il a écrit ça en 1937 quand il était en prison à ce moment-là, parce qu'il avait insulté, parce que dans les journaux il avait insulté Blum. Et ça n'avait pas plu au pouvoir en place à l'époque. Bref, et aussi par incident, disons que à son époque, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tout le monde le lisait et tout le monde se positionnait par rapport à lui. Et aujourd'hui aussi, plus que évidemment les Voltaire, Rousseau et compagnie, euh, pour se dire français et cultivé, avoir lu Maurras un petit peu et semble quelque chose, je pense, d'incontournable. Donc, d'abord, avant, en introduction, je vais d'abord dire pourquoi je me permets de vous parler de Maurras. Voilà, voilà, et, et pour ça, je vais vous exposer rapidement comment j'ai rencontré Maurras. Alors, c'est pas mon histoire personnelle est complètement inintéressante, mais elle peut donner des éléments dans le sens où je suis je pense avoir euh, comment dire, une relation très classique du légitimiste de Bess avec Maurras, et je trouve, et donc je vais vous juste la présenter rapidement. Bon, moi-même, je suis pas né légitimiste, je suis pas né royaliste. J'étais baptisé quand j'étais petit, mais j'étais élevé dans le Novus Ordo. Euh, donc tout ça, je connaissais pas spécialement, et c'est un peu au lycée, puis surtout après, à 20 ans, après, en grandissant, que j'ai découvert tout ce pan, tout le pan de la pensée, disons, contre-révolutionnaire. Et mes deux premiers, disons, livres qui m'ont ouvert les yeux, ça a été d'une part Mes idées politiques de Charles Maurras, qui a permis qui a été pour moi une sorte euh, de révélation politique dans le sens où c'était la première fois que je lisais un auteur qui clairement était antilibéral, antidémocrate, qui l'expliquait et qui expliquait de façon très convaincante. Et ça a été une sorte de bouffée de fraîcheur dans un monde où on nous nourrit au lait des Rousseau, de toutes les lumières et que de ça. Et, voilà. Je l'ai lu parce que je sais plus comment, mais
j'avais compris que c'était un intellectuel incontournable et que des gens très cultivés, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs très forcément conservateurs, mais l'estimaient quand même, malgré. Parce que moi, quand j'étais plus petit au collège ou tout ça, je ne sais plus si je connaissais vraiment le nom de Maurras, mais l'idée que j'en avais, c'était une sorte de diable absolu, collabo, anti-juif, etc. Et puis plus tard, j'ai entendu des gens que je respectais beaucoup qui en parlaient et qui disaient pas du tout la même chose. Ça m'a rendu curieux, j'ai regardé, puis je me suis dit, mais c'est pas du tout ce qu'on nous racontait. Voilà. Et le deuxième auteur qui a beaucoup marqué, au début, c'était Joseph de Maistre. Bref, et puis donc j'ai lu ses idées politiques, puis j'ai laissé tomber, j'ai fait de l'histoire, etc. Et j'ai découvert le légitimisme, je suis rentré dans le légitimisme, et puis bah, j'ai vu Maurras comme, à l'époque, j'avais la vision de Maurras classique, donc c'est-à-dire quelqu'un qui aide pas mal pour avoir des idées claires sur le plan politique, mais qui parle pas assez de l'Église, a pu avoir utilisé l'Église, qui se dit nationaliste, alors le nationalisme c'est révolutionnaire, et puis l'époque, 20e siècle, les deux guerres mondiales, ces époques qui sont pas très loin, l'entre-deux-guerres, il y a tous ces mouvements, que ce soit en Italie, le fascisme, bon, l'Action française, ils ont fait plein de choses, mais est-ce que ça soit pas un peu la même chose? Est-ce que. Bref, enfin, une époque où on n'a pas trop forcément envie de s'intéresser, quand on commence à découvrir euh, les, les vérités de notre histoire d'une part, notre histoire très chrétienne d'autre part, et les vérités politiques et les vérités de la foi. C'est vrai que l'époque d'entre-deux-guerres n'est pas forcément celle où. En tout cas, moi personnellement, j'avais pas forcément eu de trop regarder ça. Et puis, le temps passe, et il se trouve que il y a 3 ans, donc en 2019, fin 2019, on m'a demandé, c'était des Japonais qui m'avaient demandé de faire une présentation sur Maurras et l'Action française, parce que ils connaissaient que c'était un mouvement d'avant-guerre très puissant en France, très conservateur, et c'était donc des Japonais dits ultranationalistes qui m'avaient demandé ça, et j'étudiais 1937, l'époque, l'année où le Japon avait étendu sa guerre en Chine et où un enchaînement s'enclenche et la Seconde Guerre mondiale devient quasi. Enfin, les Italiens disent que la Seconde Guerre mondiale devient inévitable à partir de cette année-là. Donc, enfin, aurait pu être évité à ce moment-là. Et puis après, pour le Japon, ça a été compliqué. Il y a eu un enchaînement un peu infernal. Donc, j'ai accepté la demande et puis j'ai réétudié ça. Enfin, j'ai étudié Maurras, donc j'ai un peu lu tout ce que j'avais sous la main de Maurras et tout ce qui a été écrit sur Maurras. Et puis là, j'ai découvert un Maurras très différent de, de ce que j'en avais d'idées, parce que finalement, j'avais lu que mes idées politiques qui étaient très bien, mais puis le reste, je ne m'étais pas forcément intéressé, donc je savais ni sa vie, ni ce qu'il avait fait, ni ce qu'il avait écrit, ni sa formation, etc. Bon, et ce que surtout j'ai découvert, c'est qu'en fait, finalement, il avait un fond euh, contre-révolutionnaire assez important, avec cette particularité qu'il ne parle évidemment. Alors, c'est un journaliste, c'est un couple politique, donc il ne parle pas de religion. Donc, il s'intéresse simplement aux principes politiques. Mais hors ça, que c'était. Après, entre-temps, j'avais lu les encycliques des papes aussi au XIXe siècle, les encycliques antilibérales, etc. Et puis, on se rend compte que Maurras, finalement, sous le pontificat de Saint-Pédis, c'était un peu le fer de lance des antilibéraux, d'accord sur tout ce que disait Saint-Pédis et qui a permis la condamnation du sillon de Marc Sangnier, qui était à l'époque disons, la manifestation euh, politique du libéralisme catholique, si ces deux mots sont compatibles. Mais bref. Et puis, voilà. Et surtout, qui aussi, ça je savais plus ou moins, mais je n'avais pas réalisé à ce point-là, qu'il était pas fasciste du tout, pas nationaliste au sens révolutionnaire, même s'il utilise le mot nationaliste, et c'est ça, bon, ça c'est. Bref. Et bon, bah, j'ai présenté ça, en expliquant pourquoi
tout simplement, naïvement, pourquoi il n'était pas nationaliste, fasciste, tout ça. Et ma conférence à l'époque a été très très mal reçue en fait par mon public, enfin mes commanditaires japonais, disons, parce qu'ils s'attendaient que, enfin c'était un peu l'Union fasciste internationale, et donc ils ne s'attendaient pas du tout que, ils s'attendaient que j'allais dire que l'Action française était un mouvement fasciste parmi les autres, comme ce qui a pu exister ailleurs en Europe, machin. Puis je disais, bah, en fait, non, ils sont pas du tout statolâtres. Maurras déteste l'État, il déteste le jacobinisme et la centralisation. Euh, il aborde l'idéologie. Il peut prendre le coup de force, mais pas le coup d'État. Donc il fait attention à la légitimité, même si le gouvernement était légitime. Bref. Et là, voilà, donc j'ai pas mal. Et voilà. Donc je voulais juste présenter ça pour vous dire pourquoi je m'ai permis de parler de mon race et qu'est-ce que j'ai découvert en fait au- par les hasards hein, de mes recherches sur mon race dont je n'avais pas du tout conscience. Alors, donc, je vais présenter en 3 points. Je vais essayer d'être. Et je vais aussi vous présenter quelques passages de Maurras et voilà, sur les deux axes d'essayer voilà, de, 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 de renouveler, enfin disons de poser, d'interroger certains mythes qu'on peut avoir par rapport à Maurras. Parce que c'est toujours pareil quand c'est des hommes disons, de grande ampleur intellectuelle, qui ont eu beaucoup de disciples. Déjà, ils ne sont pas forcément bien servis par leurs disciples. Et forcément, comme il était polémique et qui parlait de politique, il était au milieu des passions. Donc, c'est vrai que jusqu'à peut-être quelques dizaines d'années, personne ne pouvait vraiment parler de mon race sans beaucoup de pathos, parce que soit parce qu'il était, enfin, il était encore là quasiment, quoi. Bon, alors d'abord juste sur l'homme lui-même. Je vais pas faire. Si on voulait parler de tout en détail, ça pourrait prendre des heures. Donc je vais essayer juste de donner quelques idées, quelques éléments généraux, et puis ensuite il y aura les questions, et puis aussi vous pourrez creuser. Je pourrais vous donner une bibliographie si vous voulez aussi. Euh, donc l'homme lui-même était assez intéressant en fait, puisque bon, il est né en 1868, donc vraiment un homme du 19e siècle. Il a été formé au 19e siècle. Et bon, premièrement, c'est ce qui est intéressant par rapport à notre époque, c'est que c'est une sorte de converti au royalisme. C'est-à-dire que son père était plutôt un libre penseur républicain, sa mère très catholique, donc ce qui était assez classique. Souvent, il y avait ce genre de schéma à l'époque. La société encore très catholique, mais il y avait pas mal de libres penseurs assez farouches, mais souvent dans les familles. Le père était libre penseur et la mère était très catholique. Sauf que bon, son père est mort assez jeune. Et lui, surtout, donc bon, il était quand même un républicain de formation. Et puis il s'est converti au réalisme quand il avait, voilà, c'est ça, à peu près la vingtaine. En se rendant compte que tout ce qui était démocratie, etc., ça n'allait pas. Alors, il faut se remémorer que lui, quand il était jeune, en fait, il y avait encore le comte de Chambord qui était vivant. Quand il a 14 ans, le comte de Chambord mort. Enfin, tout ça, toutes ces choses-là, restaient normales dans la société de l'époque. Mais ça- quand lui, il grandit, tout ça devient inexistant. Enfin, politiquement, ça disparaît, quoi. C'est avec la mort du comte de Chambord, le légitimisme politique à proprement parler disparaît quasiment. Et les autres royalistes sont plutôt orléanistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand lui, justement, il va commencer à faire de la politique, les orléanistes de l'époque, et le prince en particulier, bon, c'est un Orléans, mais va adopter une doctrine quasiment légitimiste au début. Après, beaucoup plus tard, ce ne sera pas le cas, mais quand lui, Maurras commence, il y a une sorte de chose bizarre historiquement qui se passe, c'est que le prétendant orléaniste de l'époque adopte une doctrine qui est très en fait contre-révolutionnaire. Parce que c'était peut-être l'heure du temps, j'en sais rien. Enfin bref, en tout cas, ça, c'est comme ça. Et donc lui, Maurras, donc, premièrement, est un converti au réalisme.
Deuxièmement aussi, il a été formé dans un collège jésuite extrêmement classique. Il a eu une éducation complètement classique dans les humanités, mais aussi en théologie, en catéchisme, etc. Euh, alors souvent on dit qu'il a perdu la foi voilà, quand il était à peu près adolescent, parce qu'en fait il voulait devenir militaire comme son grand-père, et il perd l'usage des oreilles, donc il n'entend plus rien, donc il arrête à l'école, donc évidemment il ne peut pas faire les écoles d'officiers. Et là, il a eu une sorte de révolte contre Dieu. Pourquoi vous m'avez fait ça? Donc, il devient incroyant. Bon, je ne vais pas poser la question de la foi de Maurras parce que parce qu'en fait, c'est insoluble, mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il n'en parlait jamais dans ses choses publiques. Euh, la deuxième chose, c'est que il est mort avec les sacrements à la fin de sa vie, donc ça a bien fini en tout cas. Et troisièmement, il a jamais attaqué l'Église, et même quand l'Église, même quand son mouvement a été excommunié, ou ses œuvres ont été mises à l'index, certaines, euh, et ça a été levé ensuite, donc ça a été une décision très injuste à l'époque, hein. Mais bref, il n'a pas attaqué l'Église à ce moment-là, et puis il avait énormément de tous les catholiques, et en particulier via toute la hiérarchie catholique qui avait une doctrine traditionnelle, saine, antilibérale, qui était en ligne de tous les papes et les encycliques du XIXe siècle, le soutenait complètement. Ça aussi, c'est notre fait. Mais enfin, ça peu importe, mais en tout cas, il avait une formation classique et relativement catholique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que donc, il est arrêté d'aller à l'école et il avait une sorte de. Il lisait tout. Voilà. Il lisait tout, 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 tout. Tout ce qui lui passait dans la main. Et il a cette sorte de talent intellectuel, d'amour de la vérité qui faisait que quand il disait quelque chose, finalement, tout ce qui était faux dans ce qu'il disait glissait sur lui, il s'en imprégnait pas, et il prenait tout les parcelles de vérité qui arrivait à repérer ici et là. Et donc c'est pour ça que souvent quand on parle de Maurras, on dit ouais, enfin, il était positiviste par hasard parce qu'il a dit quelque chose de bien de compte. En fait, on fait ça avec beaucoup d'auteurs, hein. On essaie, ouais, ça occupe l'historien des idées, c'est quelque chose. Donc on essaie de retracer les généalogies précises des influences de la pensée de certains et d'autres. C'est vrai, hein, faut le faire aussi. Mais en même temps aussi parfois il y a un peu l'exagération de dire ah, on a lu quelqu'un à un moment donné, on a dit du bien de la personne, donc on est un disciple de la personne. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça évidemment. Tout simplement d'ailleurs, beaucoup d'historiens, disons, légitimistes, mais même Joseph de Maistre et même euh, euh, enfin, moi-même, je sais que si on me disait ah, vous citez telle personne, donc vous êtes, ça m'embêterait qu'on dise ça parce que c'est faux. Et puis on sait très bien qu'aussi, par exemple, même Joseph de Maistre, enfin, quand on le lit en détail, par exemple, c'est intéressant, bah, il cite énormément Voltaire, mais aussi Buffon, Rousseau, mais pas parce qu'il est d'accord avec eux, mais justement pour prouver qu'ils sont faux, enfin dans le sens où bah, même ces types-là, ils peuvent arriver à dire des choses vraies à certains moments. Donc quand ils disent quelque chose de vrai à un moment, euh, bah, on peut les utiliser, voilà, surtout dans un contexte où ils sont à la mode. Donc, ou pour parler aux gens qu'on a en face, qui ne jurent que par les Lumières, que par Voltaire, que par chose. Quand Voltaire, par hasard, dit quelque chose de vrai à un moment donné, le citer comme ça peut permettre de faire prendre conscience à la lecteur. Donc c'est aussi une apologétique, comme d'utiliser voilà, des choses comme ça. Parce qu'en fait, dans ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est par exemple, il n'est pas positiviste dans le sens contient du terme. Il pense qu'on peut découvrir des principes. Maurras pense qu'on peut découvrir des principes de la politique naturelle, ce qu'il appelle les lois de la nature ou ce genre de choses. Mais finalement, c'est pas si loin du droit naturel aristotélicien et thomiste, et on sait l'existence de principes et qu'on peut les éclairer. Mais c'est pas du tout la religion chrétienne qui croit que la science c'est le Dieu et que avec le progressivisme, etc. Pas du tout ça. C'est même l'inverse à son époque, puisqu'ils sont persuadés que justement il y a une décadence sur tous les secteurs de la société, et que le progrès, etc., n'existe plus, enfin n'existe pas, quoi. C'était une fumisterie des Lumières qui a fait beaucoup de mal au XIXe siècle.
Bref. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, très bien. Pa- parfait, parfait, excusez-moi. J'ai juste l'écran qui a disparu un instant, mais c'est bon. Donc si ça marche, je continue. Donc il a eu cette formation très classique et très en fait catholique dans un collège très jésuite à l'époque. C'est pas du tout les jésuites d'aujourd'hui, hein, comme pouvez l'imaginer, comme vous le savez certainement. Et donc il a arrêté l'école assez tôt et puis donc après il a étudié seul, enfin avec un abbé Pénon qui l'a pris sous sa houlette et a continué sa formation intellectuelle. Et donc il était un peu dans ce sens-là aussi très euh, euh, comment dire, vous voyez, quelqu'un qui a suivi une bonne formation quand il était jeune, mais après, en fait, il a commencé à faire sa recherche un peu par lui-même. Il n'avait plus de cours magistraux, il avait plus il avait une direction, en fait, très solide, de l'abbé Penon, etc. Mais après, il a dû se faire par lui-même dans ce sens-là. Donc, ce qui explique son originalité aussi. Et parfois, peut-être qu'il il aurait peut-être certainement pas été ce qu'il a été s'il n'avait pas été devenu sourd. D'ailleurs, c'était un très mauvais orateur. Autre chose intéressante dans sa vie, après, et c'est là où, quand j'ai découvert ce genre de choses, ça change un peu la vision de Maurras. C'est il a jamais. Alors, il n'a pas créé l'Action française, comme vous savez, hein, et c'est d'autres qui l'ont créé, et on lui demande de participer, et puis il a converti tous ses collègues au royalisme petit à petit. Des gens de bonne volonté qui voyaient très bien qu'il y avait un problème, et qui ne pouvaient même pas imaginer qu'il existait autre chose que le nationalisme républicain, disons, et puis qu'en fait, avec Maurras et petit à petit, beaucoup ont redécouvert tout un pan de la doctrine politique classique, et puis sont devenus royalistes, et ça, il y a eu ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, hein, c'est dans tout le mouvement où il est la figure, on dit, centrale de l'Action française, c'est vrai, mais il n'a jamais été le chef. Il n'a jamais été en position de direction. Il n'aimait pas être chef, en fait. C'était pas un chef. Il parlait de politique, c'était un intellectuel de la politique, mais dans ce sens-là, c'était peut-être pas un politique, un homme politique. Ce qui explique aussi bien des choses, mais cet aspect-là est intéressant. Et il est un très mauvais orateur. Euh, donc, il faisait pas des harangues. C'était pas du tout le genre. Ce qui est intéressant. Et puis, donc là, je vais juste vous lire une citation. Je disais, pour vous illustrer le fait qu'il aimait la vérité. Et qu'en fait, lui se voulait s'effacer derrière la vérité et ne voulait pas. Parce qu'en fait, on parle de Maurras, 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 mais en fait, quand on lit Maurras, on se rend compte que lui-même aurait aimé au fond disparaître. Vous voyez, qu'on l'oublie, mais qu'on retienne juste certaines vérités qui ne sont pas ses vérités. Mais, donc, voilà, il peut se tromper, etc. Mais des vérités qu'il voyait et qui disait qu'il voulait transmettre dans une époque où ces vérités-là étaient très oubliées. Et donc, je vais vous lire un passage dans mes idées politiques, très court, donc, où il parle de la vérité, justement. La vérité, soleil dur mais clair, se contente d'établir de haut ce qu'il faut savoir et penser avant que d'agir. Elle montre le bien, elle marque le mal, elle fait distinguer les proportions suivant lesquelles l'un et l'autre se rencontrent et se mélangent dans la variété infinie de nos cas humains. Une fois éclairé ainsi, l'homme est loin d'avoir résolu les problèmes de sa vie pratique. Mais il tient de quoi les résoudre, et si, comme cela lui arrive trop fréquemment, il ne trouve guère à choisir qu'entre des mots, il discernera mieux lequel sera le moindre, son effort pourra s'appliquer à la fuite du pire, ce qui fait peut-être le plus grand point du gouvernement de soi-même ou d'autrui. Euh, donc là, ce qu'il dit, hein, euh, c'est que la vérité peut être dure, enfin que la vérité est objective, voilà, c'est très classique, et que le but du jeu c'est de dire des choses et que la vérité c'est en fait, bon, ça c'est la définition
thomiste, euh, tel que le résume Étienne Gilson, que la vérité est l'adéquation d'un énoncé par rapport à une réalité. Et donc, quand quelque chose de vrai, c'est quelque chose qu'on dit et qui correspond à la réalité de ce qui est dit. Euh, et donc c'est objectif. Soit ça correspond, par exemple, l'homme a une âme, l'âme est immortelle, bah, soit c'est vrai, soit c'est faux. Et, euh, voilà. Et après, il y a plusieurs catégories de vérité. Il y a les vérités surnaturelles, les vérités naturelles ou philosophiques, donc des principes. Et en fait, Maurras ne s'intéresse qu'à ces vérités naturelles, et en particulier politiques. Ça, c'est ça, la grande particularité. Et d'ailleurs, et c'est ça son défaut, en fait. Hein, c'est une question d'époque peut-être aussi. Mais en gros, il ne parle que de politique, et c'est sa grande limite. Mais en fait, quand on regarde dans ce qu'il dit, et dans cette limitation, ça correspond très bien en fait à la doctrine catholique. C'est ce que j'essaie de vous montrer un peu plus tard. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que donc la vérité est vraie, voilà. Mais c'est comme un soleil qui éclaire et qui nous permet de guider nos pas, qui peut être dur, parce que c'est pas forcément agréable. Parce que bah, on le sait très bien, voilà, nous sommes faits pour des choses, mais nos tendances nous amènent vers d'autres, et donc il faut se battre pour aller vers ce quoi on est fait, vers notre fin, et bah, ça peut être voilà, dur. Mais si on veut guérir une maladie, il faut bien comprendre les causes, et les causes du mal. Parce qu'en fait, les maux qu'on vit sont dus à des désordres, et ces désordres sont dus à des mauvaises actions, des péchés, et qui sont dus au fait que justement on va contre l'ordre naturel, l'ordre voulu in fine par Dieu. Et ce qui est intéressant dans ce passage que je vous ai lu, c'est que donc, il reconnaît la vérité telle qu'elle est de façon classique, donc thomiste, et objective, et extérieure, donc c'est pas sa vérité, c'est la vérité, et que en même temps la vérité est absolue, qu'en même temps elle peut être dure, et plus loin il parle beaucoup de ça, et il dit bien qu'il faut la dire, la vérité, qu'il faut pas surtout si on commence à la connaître, il faut pas la garder pour soi, c'est un manque de charité, et c'est une facilité, c'est même une pusillanimité, voire de la lâcheté, et qu'il faut la dire, et que quand on la dit, bah, forcément, ça ne fait pas plaisir aussi à ceux qui ne veulent pas l'entendre, donc on se prend des persécutions. Donc là, alors, même si on va sur le plan politique, c'est très, ouais, c'est très catholique, quoi. Un temps et un contre-temps, dire les vérités. Et bref, et, 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 et que aussi, mais qu'en même temps, il n'y a pas d'idéologie. Vous voyez. Il y a des vérités, donc c'est des principes en fait, des principes qui gouvernent les actions, des principes qui permettent de comprendre ce qu'on est, comment fonctionne la société politique. Mais c'est pas une idéologie, c'est-à-dire que le but c'est pas de faire rentrer une réalité dans une idéologie, c'est d'avoir conscience de la réalité pour gouverner nos actions, pour que ça aille mieux et pour pas qu'on fasse fonctionner les choses contre leur nature, pour pas qu'on utilise une machine à laver pour faire griller du pain, quoi, si vous voulez. Ou pour pas qu'on mette un chat dans la machine à laver, quoi. C'est un peu ce que fait la modernité. Elle a une machine à laver, elle a un chat. Bah, au lieu d'utiliser la machine à laver pour laver des vêtements et de laisser le chat tranquille, elle met le chat dans la machine à laver et elle se rend compte que ça marche pas bien. Ouais, c'est un peu une boutade, mais c'est un peu ça. Donc voilà, il n'y a pas trop, il n'y a pas cette idéologie. Et ailleurs, il parle. Hum, je vais vous le citer aussi parce que c'est facile. Voilà ici. Enfin, je vais juste lire aussi ce petit passage. Alors, ce qui est compliqué avec Maurras, c'est aussi, je pense, pour ça que enfin, il écrit très bien. Et c'est une époque où on écrivait oui, un peu de façon grandiloquente, parfois de façon un peu. C'est pas un scientifique du tout, justement, dans ce sens-là. C'est-à-dire que il parle de vérité, mais c'est pas il cherche pas à faire. Il est plus poète dans sa façon d'écrire ou littéraire que scientifique.
Donc il y a toujours une part d'inexactitude, et donc là-dedans on peut aussi engouffrer, et après on peut raconter aussi un peu ce qu'on veut, hein. Mais ce qui est intéressant dans le Maurras, quand on va sur sur toute sa vie, à part une fois qu'il a entre 20 et 30 ans, une fois qu'il a vu l'essentiel, ensuite après, en fait, il variera plus sur les principes jusqu'à la fin, et finalement, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait sur ce qui se passait dans l'actualité politique ou internationale, etc., à la lumière de ses principes. Et donc, c'est une sorte de leçon appliquée, d'analyse politique, en fait, par rapport à des principes qui ne changent pas. Et ces principes, il les rassemble dans mes idées politiques de 1637, au fond, que je vous présenterai un tout petit peu après. Euh, oui, pardon, voilà, moi, je ne vais pas tout lire, mais là, il parle un peu. Certains prédicateurs romantiques attonnaient dans la chair de Notre-Dame contre saint Thomas d'Aquin, coupable d'avoir dérivé de la matière son principe de l'individuation. Alors là, je ne sais pas à quoi il fait référence, mais il y avait un prédicateur à Notre-Dame, enfin, donc un prêtre dans un sermon certainement, qui se permet de critiquer saint Thomas d'Aquin tranquillement. Et donc là, il dénonce ça. Déjà, il dit, j'imagine quelque chose de ce style-là. Donc il continue. Ce coup de cymbale sonore n'empêchera personne d'aborder sans fausse honte, avec une simplicité sereine, l'étude des premiers éléments naturels du composé humain. Mieux sera pénétré ce dont il est fait, mieux on pourra se délivrer des idées fausses dont les applications coûtent cher. Mieux la nature sera vue dans sa vérité, mieux l'on saura loger les droits et les devoirs là où ils sont, au lieu d'en bourrer un espace où l'on ne peut les pratiquer parce qu'ils n'y sont pas et n'y peuvent pas être. On y trouve que des liaisons de nécessité auxquelles on ne peut rien que de les reconnaître, et pour les vaincre, commencer par leur obéir. Donc, je continue, j'expliquerai après. La nature des hommes, celle qui précède leur volonté, est un sujet dont la seule mention suffit à offusquer le panjurisme contractuel. C'est les lumières, les contrats sociaux et tout ça. D'où procède, suivant un volontarisme sans frein, cette divagation de démocratie libérale qui suppose que nous pouvons tout ce qui nous vient à la fantaisie de vouloir. Leurs ambitions sont folles, leur folie juge le principe d'où elles sortent. Cause ou loi, ces principes sont trop clairs, et leur clarté fait trop bien pour consentir à les laisser s'embrouiller, s'obscurcir ou se défigurer. Il ne faudra pas croire que la machine politique et sociale tourne à vide. Quand elle fait pleuvoir du feu et du sang, les pauvres hommes sont dessous. Tout au rebours de la chienne de Malebranche, le sentiment ne leur manque pas pour souffrir. Une pensée juste peut les secourir, parfois les sauver, c'est avoir pitié d'eux que de dire la vérité. Voilà. Donc là, c'est encore un exemple, c'est un extrait encore de mes idées politiques. Un morceau, voilà, tout à fait, où il sauve saint Thomas d'Aquin, où il critique les idéologues et contractualistes des Lumières, etc., qui racontent n'importe quoi à leur fantaisie, et où il dit surtout, s'ils racontaient n'importe quoi qui n'avait pas de conséquences, ok, mais sauf que leur volontarisme a des conséquences, et c'est ce qu'il dit là, hein. Quand elle fait pleuvoir du feu et du sang, les pauvres hommes sont dessous. En gros, tout le monde en est victime. Donc, il faut arrêter ces fumisteries. Et puis qu'en même temps, il faut connaître comment en est fait l'ordre, en fait, quand il dit sa nature. Hein. La nature, quand notre nature sera vue dans la vérité, euh, et que on n'y trouve que des liaisons de nécessité auxquelles on ne peut rien que de les reconnaître, et pour les vaincre, commencer par leur obéir. Il faut d'abord reconnaître l'ordre tel qu'il est, et que même s'il ne nous fait pas plaisir, la réalité est comme ça, c'est l'ordre. Donc il ne faut pas aller contre l'ordre, il ne faut pas aller contre la nature. Il faut commencer par leur obéir, et là, ça commencera à aller mieux. Ça, c'est vraiment la posture fondamentale, je pense, de Maurras dans sa doctrine politique. Voilà. Alors, donc c'était une première partie un peu longue. Je vais aller plus vite, hein, pour la suite. La deuxième partie, alors je ne vais pas faire tout, j'ai juste rappelé rapidement pourquoi Maurras, malgré le mot nationaliste qu'il utilise, et malgré tous ces mots qui, pour notre époque, nous semblent malheureux parce qu'ils sont tellement dévoyés, et qui ont été souvent créés par les révolutionnaires, etc. Donc les avoir utilisés crée
crée euh, des équivoques et des quiproquos, mais que malgré tous ces mots, euh, Maurras n'est pas du tout nationaliste ou fasciste. Bon, alors fasciste est un mot complètement dévoyé aussi, hein, donc je vais arrêter de dire fasciste à partir de maintenant et je vais juste, disons, dire statolâtre. Voilà, pour disons, pour clarifier un peu les choses, parce qu'on sait très bien que depuis les années au moins 60, le mot fasciste ne correspond plus du tout à une réalité, mais est un mot utilisé par les révolutionnaires, les gauchistes, etc., pour, pour condamner et puis, comme on dit, diaboliser ceux qui sont en face sans aucune réflexion, aucune. Alors, euh, donc, donc d'abord, donc j'ai dit statolâtre à la place de fasciste. Donc, grosso modo, en essayant de résumer, hein, qu'est-ce que l'idéologie fasciste, rapidement, enfin, je donne juste des critères, hein, je ne dis pas que on a, parce que bon, évidemment, qu'est-ce qui est fasciste, qu'est-ce qui n'est pas fasciste, il y a plein d'universitaires qui étudient ça, etc. Il faut pas, je vais donner un certain nombre de critères, et il suffirait qu'il n'y en ait qu'un de ces critères qui soit validé pour que on puisse définir un mouvement ou qui puisse être un indice pour dire qu'un mouvement serait fasciste. Ok. Donc je dis pas qu'il faut que tous les critères soient validés, c'est pas du tout ça, mais je vais essayer de lister quelques critères habituels, disons, de fascisme. Alors, qu'est-ce que c'est donc d'un point de vue d'ailleurs d'abord de la politique, non pardon, de l'idéologie de la pensée, bah, le fascisme est une idéologie en fait. Et dans ce sens-là, enfin, les pensées fascistes sont des idéologies, disons, et dans ce sens-là, c'est une pensée révolutionnaire. Et en particulier, ce qui est le centre, c'est cette volonté de créer un nouvel homme, de créer une nouvelle société euh, contre sa nature, pourrait-on dire. Hein. Alors c'est peut-être moins violent que le nationalisme révolutionnaire des premiers temps, jacobiniste, etc., qui là ou le transhumanisme maintenant qui crée un homme qui n'a rien à voir avec l'homme naturel. Les fascismes sont peut-être un peu moins contre nature euh, parce qu'ils reconnaissent certains critères naturels exprès ou malgré eux, mais enfin, en attendant, ils veulent recréer une nouvelle société idéale, qui marche bien, etc. Comme si on pouvait comme s'il n'y aurait plus de pêcheurs, comme si on allait pouvoir se libérer du péché, etc. Dans ce sens-là, on est dans un idéalisme et c'est une pensée révolutionnaire. Après, d'un point de vue du mouvement, là, en général, c'est le parti unique et on passe par les partis donc, et par le parti unique, si on arrive à prendre le pouvoir, et la prise de pouvoir se passe par un coup d'État. Et il n'y a pas de souci d'utiliser la force pour s'emparer des moyens de coercition de l'État et les utiliser pour ce qu'on veut faire. Et d'un point de vue de sa politique, une des grandes caractéristiques, c'est la centralisation, parce que comme c'est statolâtre, enfin, comme c'est par l'État qu'on passe pour arriver à faire ce qu'on veut, il faut que l'État puisse faire tout ce qu'il veut. Donc pour ça, on augmente le pouvoir de l'État, on fait de la centralisation, on uniformise, et donc c'est très jacobin en fait, hein, dans ce sens-là. Voilà. Et donc, et alors, par rapport à ça, si on regarde l'action française de Maurras et la pensée de Maurras, mais en fait, on se rend compte que aucun des critères, mais aucun de ces critères n'est validé, aucun. Euh, D'un point de vue, disons, philosophique, bah, c'est pas, j'ai un peu présenté auparavant, mais Maurras n'est pas un idéologue, et en fait, il est réaliste dans sa philosophie, et donc il est complètement dans la ligne aristotélicienne et thomiste dans ce sens-là. Alors, une vérité extérieure objective à laquelle, donc un ordre, hein, ou un ordre si vous voulez, à laquelle qu'on essaie de reconnaître et à laquelle on essaie de se soumettre. Donc on est passif, il n'y a pas de volontarisme
du jeu, c'est d'être passif, c'est la passion, c'est de recevoir la réalité telle qu'elle est et de savoir les principes de l'action pour bien agir. Mais il y a pas d'idéalisme, il n'y a pas de lendemain qui chante, de perfection, etc. Donc il faut une politique qui corresponde à la nature de l'homme politique. Ça, c'est pour le point de vue idéologique. Ça n'a rien à voir avec les pensées révolutionnaires, c'est même contre-révolutionnaire. D'un point de vue du mouvement, la façon dont on fait l'action politique, ben, l'action française, déjà, s'appelait Action française, se voyait comme un mouvement et ne se voyait pas comme un parti politique. C'est très important, il y a toujours eu un refus total du parti politique. Et il n'y a eu aucun. Enfin, quand il y avait des membres de l'Action française qui étaient devenus parlementaires, c'était pas en tant qu'Action française, mais ils créaient d'autres partis et c'était pour. D'ailleurs, c'était pas mal, hein, mais c'était pour avoir. Pour dénoncer les politiques républicaines dans les organes de la République, mais en tout cas, il y avait un refus partisan, hein, c'était un anti-parlementariste, Maurras, et du parti. Donc il y a ce refus vous savez, du côté diviseur, de la division des partis. Euh, 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 et ça aussi, c'est très catholique au fond, hein, parce qu'on sait très bien que la division, c'est le diable et que on ne peut pas créer une unité par une uniformité. Et donc, le problème de ces pensées révolutionnaires, c'est que en fait, il y a quand même cette aspiration à l'unité, à l'harmonie, à la paix. Mais comme on se base sur des choses fausses et qu'on ne reconnaît pas la nature, bah, la seule façon d'avoir cette unité, ça devient une unité artificielle forcée dans une uniformité. La pensée naturelle, enfin traditionnelle, qui reconnaît la, la nature de l'homme, c'est que la seule paix véritable se fait dans l'unité, dans la vérité ultimement de la foi, et que jamais, de toute façon, on effacera les conflits, parce qu'il y aura toujours des pécheurs, il y aura toujours des hommes pécheurs, et que en tout cas, c'est pas en utilisant des systèmes qui sont foncièrement diviseurs, comme les partis, et comme la démocratie, qui sont des producteurs de division artificielle. Alors déjà que sans ça, on a déjà suffisamment de division, alors merci de créer des institutions qui produisent de la division, et c'est ce que Maurras dénonce dans la démocratie hein, parlementaire, etc. Donc jamais, c'est comme dit, c'est le principe de Joseph de Maistre, on ne fait pas la contre-révolution en utilisant les moyens révolutionnaires. Donc on refuse d'utiliser le moyen révolutionnaire du parti. Ce qui est très intéressant, hein. C'est très intéressant parce que en fait le fascisme, même quand il est pas trop contre nature, il veut utiliser les moyens révolutionnaires. Et c'est là où après ça marche plus. L'action française n'est pas tombée là-dedans. Euh, euh, et autre point, donc oui ça j'ai dit pour les partis. Et puis ensuite évidemment alors, après le coup de force, ils ne prennent pas de coup d'État. Bon, c'est l'action française jamais pas prenait de coup d'État. Le coup de force, c'est qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il disait pas que ça devait pas être l'action française qui prenne le pouvoir. Il disait qu'il faut que ça soit un corps légitime de l'État. Donc pour lui, c'était a priori plutôt l'armée qui puisse faire un coup de force pour rétablir la légitimité dans l'État, mais qu'il fallait que celui qui fasse le coup de force soit légitime à le faire. Que c'est pas le premier révolutionnaire ou le premier agitateur de base qui peut le faire. Ou le roi, quoi. Quand le roi qui revienne sur son trône, qu'il fasse une campagne, une croisade pour reprendre le pouvoir, bah, c'est totalement légitime, c'est un coup de force, pas un coup d'État. C'est-à-dire, le coup d'État, vous voyez, c'est vraiment le côté révolutionnaire. On pique l'arme de l'ennemi, l'arme révolutionnaire de l'ennemi, pour faire peut-être une politique différente, mais avec les mêmes procédés révolutionnaires. Bah, Maurras et son Action française disaient non, non pour ça. Et enfin, évidemment, dans les politiques prônées, c'est aussi complètement l'inverse des politiques révolutionnaires, c'est-à-dire que c'était quasiment féodal, donc c'était anti-jacobin et puis surtout, je vais dire fédéraliste, mais c'est-à-dire régionaliste. Vous savez que Maurras est parti du régionalisme et des libertés locales. En Espagne, ça correspondait aux fueros, pratiquement. Hein. Alors, nous, on n'avait pas tout à fait ça, mais enfin, les libertés locales, ça correspond à ça, les privilèges locaux, et que l'État doit se contenter des choses régaliennes, et qu'ensuite, c'est la subsidiarité, en fait, voilà, au fond. Hein. Donc, dans ce sens-là, Maurras n'a rien de fasciste, et ce qui explique beaucoup de choses sur la France d'avant-guerre, mais c'est aussi sur les années d'après-guerre. Parce que de façon très paradoxale, ça c'est quelque chose
un peu découvert tard. Et tout ce qui est bien dans les politiques de De Gaulle et compagnie, ce diable de De Gaulle, hein, j'aime pas du tout De Gaulle, mais mais dans sa politique, il y a des choses bien, faut le reconnaître, en particulier dans sa diplomatie. Ben, c'est maurassien. C'est parce que ces générations qui étaient au pouvoir à cette époque-là étaient complètement imprégnées de la doctrine de Maurras, en fait. Même ses ennemis. Même ses ennemis. Et tout le monde était d'accord quand même sur les choses, par exemple de la diplomatie ou ce genre de choses, parce que c'est juste de bon sens au fond, hein. Et là, ça devient aussi intéressant, c'est que finalement, cette Troisième République avant-guerre, qui était nulle et républicaine, on n'était pas du tout quand même dans les Jacobins de 1793. C'est-à-dire que c'est des gens avec qui on pouvait parler et qui, euh, même quand ils ont été extrêmement agressifs dans la Première Guerre mondiale, en expulsant les congrégations, en ayant des politiques hyper anticléricales, ils ne sont pas allés jusqu'au massacre. Ah, vous allez me dire, ouais, heureusement, mais c'est pas du tout évident en fait, hein, ça aurait pu. Mais qu'il y avait une sorte de... ou peut-être c'était encore les fantômes de la terreur qui étaient encore dans les mémoires et où il y avait encore ce plus jamais ça a dû jouer. Euh, euh, mais cette époque était une époque beaucoup moins conflictuelle, enfin était beaucoup plus conflictuelle dans les mots et les oppositions étaient... Enfin, parce que quand on relit ce qu'ils écrivaient à l'époque, alors ils se faisaient pas de cadeaux, ils se massacraient bien dans les écrits, mais il y avait un côté bon enfant, ça n'allait pas forcément beaucoup plus loin que ça. Euh, et en attendant, il y avait une sorte de souci quand même de la paix collective, quoi. Alors, évidemment, la République, ça marchait pas, mais enfin, c'était moins conflictuel à l'époque dans ce sens-là qu'à l'heure actuelle, hein. Dans un certain sens, aujourd'hui, on revient dans des oppositions idéologiques où on considère que l'ennemi, enfin en tout cas la République et les côtés jacobins considèrent que leurs ennemis sont des ennemis à exterminer de façon essentielle parce qu'ils sont irréformables et qu'il faut donc les exterminer. La plupart des types pas recommandables, hein, du tout, hein, de la Troisième République, je veux dire francs-maçons, gauchistes, etc., n'allaient pas en général, en pratique, n'allaient pas dans la négation existentielle de leur ennemi. Et la preuve, c'est que, par exemple, Maurras est devenu académicien français à la fin, vous voyez. Donc, on arrivait encore à faire... bon, on peut pas se blairer de façon politique, mais par exemple, je sais pas, on arrivait à respecter son ennemi quelque part. Et le fait de le respecter permettait de se battre très... parfois violemment. Parce que c'est une façon de respecter son ennemi que de ne pas lui faire de cadeau dans le combat, tant que le combat est honorable, vous voyez. Ça, malheureusement, j'ai l'impression que dans notre époque, là, on l'a beaucoup perdu, donc tout combat devient ouais, violent, cruel, enfin violent dans le sens moralement violent et sans aucun respect de l'ennemi, quoi. Voilà. Combattre, c'est une chose, mais pour bien combattre et pour combattre efficacement, il faut le faire aussi pour son ennemi, en fait. Euh, pour la conversion de son ennemi en in fine, hein, de façon très cote. Et je fais un dernier point. Et en fait, c'est quand j'ai découvert ça que ça m'a. Où je me suis dit, voilà, comment on pourrait. Ça va être ma conclusion, et je lui fais une petite citation pour conclure ça, c'est que au fond, voilà, Maurras c'est Maurras, il faut le laisser à sa place, hein, c'est pas, il faut pas du tout, c'est pas idéaliser ou quoi, mais il faut pas le jeter non plus comme ça, et que pour notre époque, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et qui peuvent être intéressantes. Enfin, moi-même, je me suis intéressé à tout ça, parce que, enfin, je veux dire, je me suis converti aussi parce que j'ai pu avoir lu Maurras, qui en fait, sans parler de catholicisme, à une époque où moi j'étais allergique à tout ce qui était catholique, en fait parlait de doctrine complètement catholique, sans parler de la révélation et tout ça. Et dans un certain sens, moi je dirais que Maurras, c'est une sorte de euh, version appliquée à la politique de la théologie, si on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est qu'il applique les principes de la théologie et ou de la doctrine et ou de l'histoire catholique à la politique. C'est tout, voilà. Rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire, il ne parle pas de théologie, mais en même temps, s'il n'avait pas ce fond catholique,
il n'aurait jamais pu écrire ce qu'il a fait. Et qui peut pas exister dans un pays qui n'est pas la France. Parce qu'en en fait, il a grandi dans un monde extrêmement catholique. Tout, moi ça, quand j'avais lu Moral au début, je me rendais pas du tout compte, mais après, quand je me suis converti, que je pense que j'ai fait la doctrine, tout ça, en fait, toute la doctrine, tout saint Thomas d'Aquin, tout ça, pour lui, c'était quelque chose de naturel, en fait. D'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'il en parlait même pas. C'est parce que justement, les gens à l'époque, les catholiques en particulier, tout ça, c'était normal, tout le monde le savait. Tout le monde avait ça pour base. Donc l'urgence pour lui à l'époque, bon, déjà il y en a d'autres qui faisaient le travail, évidemment la doctrine, parce que l'Église c'est encore le travail de transmettre la doctrine, mais c'était l'action politique. Une action politique pour justement pour pouvoir avoir une politique catholique, ben, il faut que il faut que le pouvoir politique soit catholique, hein, c'est ça, hein, c'est et donc lui, il insistait sur les principes naturels. Et donc, qu'est-ce que j'ai découvert en fait, c'est que le l'incipit de mes idées politiques, extrêmement connu, hein, que si vous l'avez jamais lu, il faut le lire. Je vais juste vous lire le premier paragraphe parce que c'est vrai que c'est un morceau d'anthologie, quoi, hein, qu'il intitule L'inégalité protectrice. Il appelle, et donc il se commence comme ça, hein. Alors c'est très littéraire, hein, c'est écrit bien ça. Le petit poussin brise sa coquille et se met à courir. Peu de choses lui manquent pour crier je suis libre. Mais le petit homme. Au petit homme, il manque tout. Bien avant de courir, il a besoin d'être tiré de sa mère, lavé, couvert, nourri. Avant que d'être instruit des premiers pas, des premiers mots, il doit être gardé des risques mortels, de risques mortels. Le peu qu'il a d'instinct est impuissant à lui procurer les soins nécessaires. Il faut qu'il les reçoive, tout ordonné d'autrui. Il est né. Sa volonté n'est pas née, ni son action proprement dite. Il n'a pas dit je, ni moi. Et il en est fort loin. Qu'un cercle de rapides actions prévenantes, et il en est déjà fort loin, que déjà un cercle de rapides actions prévenantes s'est dessiné autour de lui. Le petit homme presque inerte, qui périrait s'il affrontait la nature brute, est reçu dans l'enceinte d'une autre nature empressée, clémente et humaine. Il ne vit que parce qu'il en est le petit citoyen de cette petite république dans le sens traditionnel du terme, hein, donc, petit de la famille, voilà, le royaume de la famille. Son existence a commencé par cet afflux de services extérieurs gratuits. Son compte s'ouvre par des libéralités dont il a le profit sans avoir pu les mériter, ni même y aider par une prière. Il n'en a rien pu demander ni désirer, ses besoins ne lui sont pas révélés encore. Des années passeront avant que la mémoire et la raison acquises viennent lui proposer aucun débit compensateur. Cependant, à la première minute du premier jour, quand toute vie personnelle est fort étrangère à son corps, il ne peut pas faire d'action par lui-même, il n'est pas affirmé en tant que personne encore, qui ressemble à celui d'une petite bête, il attire et concentre les fatigues d'un groupe dont il dépend autant que de sa mère lorsqu'il était enfermé dans son sein. Cette activité sociale a donc pour premier caractère de ne comporter aucun degré de réciprocité. Elle est de sens unique, elle provient d'un même terme. Quant au terme que l'enfant figure, il est muet, infans, et dénué de liberté comme de pouvoir. Le groupe auquel il participe est parfaitement pur de toute égalité. Aucun pacte possible, rien qui ressemble à un contrat. Ces accords moraux veulent que l'on soit deux, le moral de l'un n'existe pas encore. On ne saurait prendre acte en termes trop formels, ni assez admirer ce spectacle d'autorité pure, ce paysage de hiérarchie absolument nette. Ainsi, et non pas autrement, se configure au premier trait le rudiment de la société des hommes. Etc., etc. Je vous conseille de lire la suite. Voilà, là c'est un morceau d'anthologie où on a... c'est l'anti-lumière, où on ne parle pas déjà de la société imaginée, de l'enfant de l'Émile qui n'existe pas, mais du bébé qu'on a en face. Je peux vous dire que moi j'ai un bébé d'un mois à la maison. Il n'y a pas de contrat entre le bébé et les parents. C'est vrai, quoi. Et avec donc ce réalisme et cette reconnaissance de l'autorité, de la hiérarchie, et in fine, que notre nature est faite, la société est faite, elle est faite par Dieu comme ça, en fait, hein. Elle est inégale et c'est pour notre bien.
Et en même temps, on comprend qu'il comprend pourquoi les révolutionnaires deviennent révolutionnaires. C'est parce que c'est parce que ça joue contre un orgueil. Comme on est à l'image de Dieu, on a envie d'être comme Dieu, donc d'être indépendant, en fait, d'être autonome. Mais en fait, on sait pas notre nature. On a une part de liberté, on a une part d'indépendance, mais ordonnée à une fin. Et en fait, quand objectivement on regarde notre vie et ce qu'on est, en fait, on se rend compte euh, on n'est rien, mais on n'existerait même pas sans nos parents, sans notre famille. Même si par ailleurs, je sais pas, tout peut se passer dans la réalité. Ça peut avoir des mauvais parents, détestables, tout ce que vous voulez. Mais enfin, en attendant, on n'aurait pas survécu 3 semaines si on ne s'était pas occupé de nous. Donc on doit tout en fait, on doit tout et on pourra jamais le rendre. Euh, et là, vous voyez là très bien où on est. Il parle pas de ça en fait, c'est ça qui est intéressant. Il parle pas de ça, mais on est vraiment à un demi-pas de parler de Dieu parce qu'on est dans la même situation par rapport à Dieu en fait, et beaucoup plus fort que ça encore, beaucoup plus fort que la famille naturelle. Et on a vraiment l'impression que Dieu a créé la famille, etc., pour nous aider à accomplir nos fins, mais aussi pour nous faire prendre bien conscience de notre situation par rapport à Dieu. C'est-à-dire que si dans la famille, il y a autant d'inégalités, de hiérarchie, d'autorité, pour notre bien, et qu'on est aussi débiteur, et qu'on ne pourra jamais rendre ce qu'on a reçu, ne serait-ce qu'une parcelle, à ceux qui nous l'ont donné, combien cela est d'autant plus vrai par rapport à Dieu. Vous voyez. Et là, voilà, j'ai fini sur ça, et j'ai complètement, grâce à la Bible Koch, je le salue beaucoup. Enfin, il ne sait pas que c'est grâce à lui que j'ai découvert ça, mais c'est grâce à lui que j'ai découvert ça. J'ai trouvé un article dans la Somme théologique euh, où saint Thomas d'Aquin se pose cette question-là, la question de est-ce que les âmes dans l'état d'innocence auraient-ils dominé sur les hommes? Donc il se pose la question de savoir si avant le péché originel, il y aurait existé une société politique, malgré tout naturelle. C'est la question 96 de la Prima Pars qui s'appelle le pouvoir de domination qui appartenait à l'homme dans l'état d'innocence. Donc, il se pose plusieurs questions. Et il y en a un où c'est sur l'égalité, justement. Donc, les hommes dans l'état d'innocence sont-ils dominés sur les hommes? Parce qu'il y avait déjà un débat théologique apparemment au XIIIe siècle. Oui, et ce qui est logique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui très catholiques, pas de souci, mais qui se posaient la question de dire, mais en fait, notre société, alors, à la différence des révolutionnaires, il ne niait pas le fait que notre société était inégale. Il le constatait, parce que c'est massif. Hein. Ceux qui arrivent à nier ça, je dirais, mais ils ont un problème, il faut ouvrir les yeux, quoi. Mais il disait, oui, d'accord, mais s'il n'y avait pas eu le péché originel, on n'aurait peut-être pas eu de société politique. En fait, c'est une sorte de punition, finalement. Et saint Thomas d'Aquin dit, non, 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 c'est pas une punition. Ça a toujours été comme ça, et c'était comme ça avant le péché originel. Et s'il n'y avait pas eu le péché originel, la société avec les enfants, etc., et la société politique qui serait recréée, aurait été hiérarchique, avec une autorité, une domination entre les hommes. Et donc, je vous lis cet article 4. Les hommes, dans l'état d'innocence, auraient-ils dominé sur les autres hommes? C'est pas très long. Donc, les objections d'abord. Saint Augustin écrit « Dieu a voulu que l'homme, être raisonnable, fait à son image, ne domina que sur les êtres sans raison. Domination non de l'homme sur l'homme, mais de l'homme sur la bête. » Deuxième objection. Ce qui a été introduit comme un châtiment du péché n'aurait pas existé dans l'état d'innocence. Mais que l'homme soit soumis à l'homme, cela fut introduit comme châtiment du péché. Il fut dit en effet à la femme après le péché, ton mari dominera sur toi. Genèse 3,16. C'est donc que dans l'état d'innocence, l'homme n'était pas soumis à l'homme. Troisième objection. Suggestion s'oppose à la liberté. Mais la liberté est l'un des biens primordiaux, qui n'aurait pas fait défaut dans l'état d'innocence, lorsque rien ne manquait de ce qu'on peut désirer, de ce que peut désirer une volonté bonne, selon la formule de saint Augustin. Donc l'homme ne dominait pas sur l'homme dans l'état d'innocence. En sens contraire, la condition des hommes dans l'état d'innocence n'était pas plus digne que celle des anges. Mais parmi les anges, il en est qui dominent sur les autres, si bien que l'un des ordres angéliques est appelé domination. Donc il n'est pas contre la dignité de l'état d'innocence que l'homme est dominé sur l'homme. Donc ça c'est... Ensuite les réponses de saint Thomas d'Aquin. Domination peut se comprendre de deux façons. D'abord comme l'opposé de la servitude, et alors on l'appelle maître dominus, celui auquel on est soumis en qualité d'esclave. Domination peut aussi s'entendre dans un sens général par rapport à une sujétion quelconque.
Et alors on peut attribuer la domination à celui qui a mission de gouverner et diriger des hommes libres, au premier sens du mot domination. L'homme, dans l'état d'innocence, ne dominait pas sur l'homme, mais au second sens, il aurait pu exercer une telle domination. Donc là, saint Thomas d'Aquin fait la distinction entre la domination du maître à l'esclave, donc vraiment le sens classique, antique, de l'esclave qui n'est pas libre par rapport à son maître, et son maître l'utilise comme un simple instrument, et l'autre sens de domination du roi au sujet, en fait, hein. Un chef qui dirige des hommes libres. Et donc il continue, saint Thomas d'Aquin, la raison en est que l'esclave diffère de l'homme libre, ce que l'homme libre est à lui-même sa fin, dit Aristote, tandis que l'esclave est ordonné à un autre. On peut donc dire que quelqu'un domine sur un autre comme sur son esclave quand il ramène le dominé à sa propriété, à lui, le dominateur. Pour chacun, c'est son bien propre qui est désirable. Par suite, il est affligeant pour chacun de céder exclusivement à un autre le bien qui aurait dû être le sien, et on ne peut supporter sans souffrir une telle domination. C'est pourquoi, dans l'état d'innocence, cette domination de l'homme sur l'homme n'aurait pas existé. Mais on domine sur un autre homme comme sur un homme libre, quand on dirige celui-ci vers son bien propre, ou vers le bien commun. Et une telle domination de l'homme sur l'homme aurait existé dans l'état d'innocence pour deux motifs. Premièrement, parce que l'homme est par nature un animal social, si bien que dans l'état d'innocence, les hommes auraient eu une vie sociale, mais la vie sociale d'une multitude ne pourrait exister sans un dirigeant qui recherche le bien commun, car plusieurs recherchent nécessairement plusieurs buts. Mais un seul n'en recherche qu'un, ce qui fait, dirait Aristote, chaque fois que plusieurs éléments sont ordonnés à une seule fin, on en trouve toujours un qui prend la tête et qui dirige. Le deuxième motif, c'est que si un homme avait été supérieur à un autre en connaissance et en justice, il aurait été choquant qu'il n'emploie pas cette supériorité au service des autres. C'est un manque de charité, ça aurait été scandaleux, c'est ce qu'il dit. En un sens, il écrit, premier épître de Saint-Pierre, chacun de vous, selon la grâce reçue, mettez-la au service des autres. Ce qui fait dire à saint Augustin, les justes commandent non parce qu'ils ambitionnent de dominer, mais parce qu'ils veulent servir par leur sagesse. Voilà ce que prescrit l'ordre de la nature, et c'est ainsi que Dieu a créé l'homme. Cela répond à toutes les objections, car elle concerne la première espèce de domination. Il faut étudier maintenant ce qui concerne l'état du premier homme dans son corps, etc. etc. Et donc, dans ce morceau de la somme théologique, où il parle de politique vraiment naturelle, hein, dans le sens premier du terme, dans le sens où il se pose la question de quelle était la nature de l'homme. Et donc pour savoir quelle était la nature de l'homme, d'un point de vue théologique, c'est sans la blessure du péché originel, donc comment ça se passait, comment ça aurait dû se passer au Jardin d'Éden. Donc, et vraiment, quand j'ai lu ça, alors est-ce que Maurras a lu ça ou pas? Parce qu'ils étudiaient saint Thomas d'Aquin à l'école, ça serait... Enfin, vraiment, on a l'impression que la doctrine de Maurras, c'est l'application euh, en pratique, avec des mots différents à son époque, de ça. Donc l'inégalité protectrice, la nécessité de la domination de l'homme sur l'homme, et la distinction, qu'est-ce qui est pécheur, qu'est-ce qui ne va pas dans les dominations. Et en fait, la révolte que beaucoup de nos contemporains connaissent, et que parfois ça les fait devenir révolutionnaires ou gauchistes, est juste. Hein, c'est parce que cette domination servile, elle, est une conséquence du péché originel. Alors, pas forcément, c'est là où il y a encore un autre degré que ça, nos contemporains ne voient plus, mais il n'y a pas forcément une négation de l'esclavage en soi, dans le sens où, comme c'est un châtiment, euh, c'est mal, c'est un mal, mais c'est une punition en même temps. Hein. Donc, la punition elle-même, dans ce sens-là, le châtiment elle-même est un mal objectif, mais est un bien dans le sens où c'est pour nous faire prendre conscience du péché. Donc qu'avant l'arrivée du christianisme, la servitude était à peu près générale, était un mot aussi inévitable quasiment que pratiquement la maladie, vous voyez, c'était peut-être un peu vu comme ça. Mais que c'était un désordre par rapport à notre nature première, et que la restauration dans le Christ permet de retrouver comme ça des relations d'homme libre à homme libre, avec un pouvoir politique, une domination politique euh, qui redevient adéquate à la nature, et en plus surhaussée par la grâce, donc qui fait que l'homme qui est soumis n'est plus soumis pour la fin de son maître, mais que son maître le dirige, il se rend esclave de ses serviteurs, ou le chef ou le roi de ses sujets, pour
une fin plus grande, donc le bien commun d'une part, et Dieu en fin de compte. Et que, en fait, dans ce sens-là, c'est un devoir des grands ou des chefs ou de ceux qui ont les qualités dans tous les ordres possibles de s'occuper des parents, etc., de s'occuper de leurs enfants, de leurs sujets, de leurs euh, employés, etc., pour leur bien à eux, se sacrifiant soi-même. C'est exactement l'épître, vous voyez, des Éphésiens au moment du mariage, hein, euh, où Saint Paul dit au mari, enfin, oui, donc il compare la relation de l'homme et la femme dans le mariage à l'Église et à Jésus-Christ. Donc l'homme, c'est la tête du corps de la famille, et donc l'épouse doit aider son mari et se soumettre à son mari, et l'homme, lui, doit faire comme le Christ, donc il doit se sacrifier pour sa femme et pour sa famille jusqu'à la croix s'il le faut, pour le bien des autres, par amour. Et il doit aimer sa famille et son épouse. Ouais. Mais c'est complètement... voilà, il y a ces deux ordres de domination. Et je vais conclure sur ça. Au fond, et c'est là où ça devient... où j'ai envie de mettre un peu de renvoyer dos à dos, disons, euh, les Maurassiens qui font Maurras, vivent Maurras enfin, qui font une sorte de qui nous ont fait une sorte d'idole, mais aussi renvoyer aussi, j'allais dire, certains gens peut-être un peu plus légitimistes qui méprisent un peu Maurras, un genre nationaliste, donc révolutionnaire, mais renvoyer un peu dos à dos en disant, bah, c'est ni l'un ni l'autre. Et que pour bien comprendre Maurras, faut comprendre qu'il n'aurait pas pu exister sans son fond catholique. Et donc, si on enlève le fond catholique qu'on lit Maurras, ça peut toucher des païens. Et moi, ici au Japon, c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est vrai que pour les attirer à la foi, ben, c'est plus facile d'utiliser Maurras parce que ils peuvent comprendre ce qu'ils disent, alors que quand on sort tout de suite de la révélation de tout ça, ils sont largués. Mais qu'en même temps, ils comp- jamais dans un monde païen, on aurait pu avoir une doctrine aussi vraie. Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas Maurras qui invente sa propre doctrine, c'est parce qu'en fait, il reprend une doctrine immémoriale des principes philosophiques vrais de tout temps, aristotéliciens, thomistes, et au fond, à la révélation comme base, et donc il raconte pas n'importe quoi en fait, parce qu'il il est dirigé de tous les côtés, et un peu Maurras a mis juste son talent au service de ça. Mais que si on enlève ça, bon, on ne peut plus rien comprendre, et qu'au fond, et c'est là pour nous, pour notre époque, c'est important, il faut rajouter de façon claire la foi, la providence et la révélation. Maurras n'en parlait pas à son époque, et pour nous, à notre époque, c'est un tort. Pour son époque, ce que parfois j'aurais dit que si Maurras était à notre époque, il serait légitimiste comme nous, et que peut-être que nous, si on était à son époque, ouais, la société était complètement différente. C'était complètement catholique à leur époque, la société au fond. Donc il n'y avait pas besoin forcément d'insister sur ça, alors que nous, c'est l'inverse. Nous, notre société est plus catholique. Et il faut dire à tous ces gens qui sont nationalistes et compagnie, bah, c'est pas parce que on a de grands prédécesseurs qui ont pu, comme Maurras, qui ont pu écrire des doctrines politiques très vraies, sans forcément explicitement parler tout le temps de Jésus-Christ, que vous pouvez dire que vous arriverez à faire quelque chose sans Jésus-Christ. C'est pas vrai, parce que sa doctrine elle-même n'existerait pas sans Jésus-Christ, et que au fond, c'est à la base. C'est-à-dire qu'en fait, si on essaie d'appliquer sa doctrine euh, comme ça, telle qu'elle, dans un monde païen, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas parce que la société n'est pas catholique. Et sa doctrine était applicable, en fait, au fond, en France, parce que c'était la France et parce que c'était un monde catholique. Donc aussi applicable au Portugal, en Espagne, etc. Parce que c'est des sociétés qui étaient très catholiques. Donc on a cette vision du bien commun, donc on a cette vision de la fin, donc on a cette vision de la vérité extérieure, donc on a la vision de cette charité, de ce service qu'on doit se rendre esclave, etc. Tout ça c'était pratiquement des présupposés de sa doctrine en fait. Et sauf qu'il n'en parle pas. C'est pas parce qu'il n'en parle pas que c'est pas des présupposés. Et comme c'est des présupposés, c'est ce qu'il faut bien toujours se souvenir et dire pour les autres.
pour les nationalistes, tout ça, c'est que si vous enlevez Jésus-Christ, tout ça, ben, aussi belle que soit sa doctrine, elle ne marche plus parce qu'elle présuppose le catholicisme, en fait. Ça sera le message pour les nationalistes voilà, qui veulent pas entendre parler de la religion, et pour les légitimistes qui veulent pas entendre parler de morale, dire c'est pas parce que Maurras est de mauvais disciple ou pas parce que qu'il faut le jeter, parce que c'est une grande figure de son époque. Et par exemple, mes idées politiques en particulier, vous trouverez toujours, parce que comme il écrit que c'est un polémique, vous savez, quand on est polémique, parfois on dit des choses un peu violentes, hein. Mais en tout cas, dans mes idées politiques, à la relecture, quand je l'ai relu, c'est vrai, quoi. C'est une sorte de résumé de la doctrine, de la politique naturelle, des principes fondamentaux, et complètement contre-révolutionnaire, et beaucoup plus dans la lignée d'un Joseph de Maistre, qui d'ailleurs, on dit aussi beaucoup de choses sur Joseph de Maistre, il faudra peut-être que je fasse une conférence sur lui, parce qu'on a une vision un peu biaisée de Joseph de Maistre aussi. C'est pas un providentialiste qui oublie l'action politique, pas du tout, hein. Euh, mais et- voilà, donc pour le combat contre-révolutionnaire, mes idées politiques en particulier sont un livre qui me semble incontournable à avoir lu une fois au moins pour se former et qui font voilà, qui fait du bien. Donc je vais terminer là et je laisse la place aux questions. Voilà, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi, ça a beaucoup dépassé. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous laisse poser vos questions s'il y en a.